Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec aujourd'hui F comme France. Et oui, notre douce France. Est-ce que c'est toujours le plus beau pays du monde ou pas? Du moins d'un point de vue économique, est-ce qu'on n'a pas des difficultés? Et c'est ce qu'on va voir effectivement ensemble, évidemment toujours sans langue de bois, en toute transparence. On n'est pas là pour dénigrer, pour faire du French bashing, au contraire, on l'aime notre France et on veut qu'elle soit plus forte. C'est ça effectivement le vrai enjeu pour demain. Et donc pour qu'elle soit plus forte, il faut regarder à la fois ses forces et ses faiblesses. Donc oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de forces. La France, je le dis souvent, est un des plus beaux pays du monde d'un point de vue économique et également d'un point de vue géostratégique. Mais regardez, quelques chiffres. 67 millions d'habitants, PIB de 2420 milliards d'euros en 2019. Bon, c'est avant 2020, évidemment, la baisse du PIB qu'on va avoir malheureusement à cause de cette pandémie de coronavirus. Quand même, on est la 7e puissance mondiale. On était mieux avant, entre guillemets, parce qu'on était 5e, et non, on régresse un petit peu et ça va malheureusement continuer, mais on est encore dans le G7. Positionnement géostratégique magnifique, évidemment, la Méditerranée, l'Atlantique, la mer du Nord, la Manche. Enfin bon, on a, je dirais, une ouverture sur le monde exceptionnelle. Et bien entendu, du côté de l'Est, on a nos frontières avec l'Allemagne, avec l'Italie, la Suisse, etc. Et puis bon, plus au sud également avec nos amis espagnols. Donc tout ça fait que, puis l'Afrique, pas très loin, donc on a un positionnement géostratégique qui est exceptionnel, avec en plus bien sûr des infrastructures routières, aéroportuaires, maritimes, enfin évidemment comme vous le savez, lorsque ça fonctionne, tout ça c'est particulièrement formidable. Là, c'est un petit cocorico, nos paysages, nos villages, nos villes sont évidemment magnifiques. C'est pourquoi il y a autant de tourisme d'ailleurs. Et puis surtout, on n'y vit pas trop mal finalement. Regardez, espérance de vie, 85 ans pour une femme, 80 ans pour un homme. C'était 15 ans de moins il y a une trentaine d'années. Donc on voit que finalement ça s'est amélioré. Taux de fécondité, c'est un petit peu baissé, mais on est toujours numéro 1 de l'Europe. 1,9 enfants par femme, donc c'est plutôt pas mal. Politique de natalité fonctionne bien. On a aussi d'autres avantages, puisque ça on l'oublie souvent, mais la France est numéro 1 mondial des dépenses sociales. Et oui, on se plaint souvent, mais 32% de notre PIB de dépenses sociales, c'est formidable. La moyenne dans l'OCDE, c'est 20,5%. Grâce à cela, grâce à ce qu'on appelle à la redistribution, eh bien, ça permet également de réduire le taux de pauvreté. Sans la redistribution, donc, on est à 22% de taux de pauvreté en France, qui évidemment est énorme. Avec la redistribution, donc ça veut dire évidemment les impôts et puis ensuite les aides qu'on va redonner, on tombe à 14,1%. C'est encore beaucoup, mais c'est quand même 5 millions de personnes qui sont sauvées de la pauvreté grâce à notre redistribution. Et bien sûr, des fleurons, nos entreprises, il y a énormément de fleurons, des petites entreprises, des PME, et également des grands groupes, que ce soit dans l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, le chantier naval, l'industrie agroalimentaire, et oui, ça aussi, on nourrit le monde, et l'Europe, le luxe, la pharmacie, le tourisme. Bon, il y a beaucoup de secteurs qui vont souffrir avec la crise du coronavirus, mais on voit qu'on a quand même de vraies forces. Voilà. Alors le seul problème, c'est que souvent, ces forces, ça peut être aussi des pièges, parce que si on s'endort sur nos lauriers, évidemment, on n'arrive pas à relever les défis qui s'offrent à nous. Et il y a énormément de défis, et malheureusement, on a du mal, là aussi, à les relever. D'abord, le défi, je dirais, de la croissance. Alors je sais, on me dit souvent, oui, mais la croissance, c'est pas une fin en soi. C'est vrai. Il y a d'ailleurs un terme dans le dictionnaire qui sera sur la décroissance, parce que, bien entendu, la décroissance n'est pas une solution, puisqu'on le voit pendant la pandémie, ça crée du chômage, ça crée des désordres sociaux, ça crée même de la famine dans certains pays. Donc non, il faut faire de la croissance, mais de manière à optimiser l'existant, pas à le détruire, au contraire, à l'améliorer, notamment au travers de l'innovation technologique, au travers des services. Donc voilà, et on peut faire de la croissance saine, de la croissance écologique. Donc oui, c'est possible de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini si on optimise l'existant. Et donc, de ce point de vue-là, ça sera grâce à cela qu'on pourra créer des emplois. Mais s'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas d'emploi. Donc tout le problème est là. Et nous, effectivement, nous les Français, alors regardez, dans les années 80, on était à 4,4% du PIB mondial, en parité de pouvoir d'achat. Maintenant, on n'est plus qu'à 2%. Alors évidemment, c'est lié au fait que les pays émergents se sont développés, c'est logique, mais regardez, en termes de PIB par habitant, cette fois-ci, là on a un problème. On était 12e mondiaux en 1990, nous sommes 25e mondiaux aujourd'hui. C'est qu'on a là aussi une difficulté, avec bien sûr une croissance structurelle. La croissance structurelle, c'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Le rythme de croisière de la croissance, vous voyez, c'est seulement 0,9%, alors que c'était 2,5 à 2,7% dans les années 80-90. On voit bien que les années 80 nous ont fait beaucoup de mal, malheureusement. Alors nous, on était encore jeunes, on s'amusait. Je parle pour mon compte, bien sûr. Certains n'étaient pas encore nés, qui nous regardent. Mais c'est vrai que là, on a commencé à ouvrir la boîte de Pandore.
des dépenses publiques. Ça a été nos amis, entre guillemets, Mitterrand, Attali et tout ça, qui maintenant se plaignent, en tout cas pour Attali, de la dette publique. Puis on a vu ce que ça a donné malheureusement, et on n'a jamais refermé cette boîte de Pandore, elle est toujours très ouverte, et donc malheureusement la croissance structurelle s'est affaiblie, parce que plus on a augmenté les dépenses publiques, plus malheureusement, c'est là le problème, on a évidemment augmenté les impôts. Et voilà, regardez, en termes de dépenses publiques, dans les années 2000 encore, vous voyez, on était à peu près à 52% du PIB. C'était beaucoup, mais c'était gérable. Vous voyez, on était même dépassé par certains pays du nord de l'Europe. Le Danemark était à 52,7. L'Allemagne était autour de 48. Vous voyez qu'on n'était pas très très loin. On était même, bon, il y avait encore, évidemment, par rapport au Royaume-Uni, aux États-Unis, on était un petit peu loin. Mais vous voyez, la Grèce, l'Italie, bon. Mais surtout, ce qui se passe en 2019. En fait, ça fait déjà quelques années que ça dure. La France est numéro 1 mondial de la dépense publique par rapport au PIB. On est à 56%. Alors, pour être vraiment complètement exact, il y a quelques petites îles dans le Pacifique, type les îles Tuvalu, les îles Kiribati, les îles Salomon, qui font plus que nous. Mais bon, c'est quand même des cas très très particuliers. On voit que si on regarde les pays occidentaux, ou même tout simplement les grands pays, nous sommes numéro 1 de la planète. Même le numéro 2 aujourd'hui, c'est plus le Danemark, c'est la Finlande, et ils sont à 53%. Vous voyez qu'on est très très loin, regardez le Danemark, 52%. Eux-mêmes ont compris que le trop de dépenses publiques n'était pas effectivement une solution. L'Allemagne, par exemple, est à 45%. Vous voyez, 11 points d'écart entre les deux, alors qu'on est deux économies semblables. Et on a vu pendant cette pandémie, malheureusement, ce qui s'est passé, où l'Allemagne a beaucoup mieux réagi. Donc, ce n'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, c'est un problème de qualité de cette dépense publique. C'est ça le drame, effectivement, de la France. Le problème, c'est que pour assurer cette quantité de dépenses publiques, il faut la financer. Donc, même si on fait beaucoup de dettes, mais il y a aussi beaucoup d'impôts. Et là aussi, regardez, nous sommes numéro 1 mondial, ou mondiaux, des impôts. C'est-à-dire qu'effectivement, là on le voit, cette courbe rouge, là ce qu'on appelle le taux des prélèvements obligatoires, donc c'est l'ensemble des taxes et des impôts rapportés au PIB. Et donc dans les années 50-60, on était à 30% du PIB, ça fait rêver évidemment, puis depuis on n'a pas arrêté d'augmenter, on est monté même à 45% ces dernières années, numéro 1 de la planète, et parallèlement, c'est ça qui est assez incroyable, la courbe bleue c'est quoi? C'est la croissance annuelle moyenne sur 10 ans, une sorte de croissance structurelle, et regardez, ça n'a pas arrêté de baisser. Alors bien sûr, avant c'était les 30 glorieuses, on peut comprendre, mais ensuite, allez, plus la courbe rouge monte, plus la courbe bleue, effectivement, baisse. Plus on a augmenté les impôts, plus on a cassé notre croissance économique, notre appareil productif, finalement. Et c'est ça qui est dramatique. Si bien qu'on est tombé, vous voyez, en 2016-2017, sur une croissance annuelle moyenne sur 10 ans de 0,8%. Alors, regardez, c'est assez intéressant. Sur les 2 dernières années, ça remonte un petit peu. Alors, notamment parce qu'on a commencé à arrêter d'augmenter les impôts, voire même un petit peu les baisser. Pas assez à mon goût, mais on les a quand même baissés et la croissance a redémarré très très vite. Donc c'est bien la preuve, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait l'ensemble des pays européens ou dans le monde, que si effectivement on baisse les impôts, bien on redonne une dynamique économique et évidemment il y aura moins d'entreprises ou d'autres qui iront voir les paradis fiscaux. C'est ce que je dis souvent. S'il y a des paradis fiscaux, c'est aussi parce qu'il y a des enfers fiscaux, notamment malheureusement notre douce France. Donc ça, effectivement, ça a cassé notre compétitivité, donc notre croissance. Et donc, parallèlement, la dette publique, elle a évidemment flambé. Regardez ce chiffre, c'est la courbe rouge, 100% de dette publique. Comment on en est arrivé là, hein? Regardez, on était sur des niveaux dans les années 90, et on était encore sur des niveaux de 35%. Ça, c'est incroyable. Comment on en est arrivé là? C'est très simple, hein, c'est les bâtonnets bleus. Et oui, les bâtonnets bleus, c'est quoi? C'est le déficit public. La dette, ce n'est que le cumul des déficits publics. Vous voyez, donc là, on s'arrête à 2019, mais c'est clair qu'en 2020, avec un déficit public qui va atteindre au moins 15% du PIB, une dette publique qui va monter certainement à 120, voire 125% du PIB, quelque chose de dramatique. Alors, pour l'instant, les taux d'intérêt sont bas, donc on dit, bon, on continue comme ça, tout va bien, une sorte d'aléa moral qui est très dangereux parce que ça ne pourra pas durer éternellement. Tôt ou tard, il y aura le retour, effectivement, de bâton, et là, ça fera mal à notre économie qui est déjà assez exsangue, et parallèlement, on le voit, hein, là, c'est ce qui s'est passé donc au premier trimestre 2020, la France, malheureusement, numéro 1 aussi de la récession. Dans le monde développé, vous voyez, moins 5,4% en glissement annuel, moins 5,8% sur une variation trimestrielle. Là, c'est les enquêtes de l'INSEE, c'est la courbe bleue du mois de mai. Vous voyez que, alors ça s'est un petit peu amélioré après le déconfinement, mais on est toujours évidemment en baisse d'activité. Vous voyez, on sera encore sur un glissement annuel de moins 10% sur l'ensemble du deuxième trimestre. Donc quelque chose de très douloureux, très difficile à générer. Alors bien sûr, il y aura un redémarrage, mais pas une reprise en V, parce que beaucoup de secteurs d'activité vont rester malheureusement massacrés. Et c'est là le drame, c'est que malheureusement, s'il n'y a pas de croissance, eh bien il y a du chômage. Donc c'est ce qui nous fait tant de peine. Regardez ce taux de chômage. Là, on s'arrête au mois de mars 2020.
Donc avant le plus grave de la crise, évidemment, mais tout de même, le taux de chômage français, 8,4%. On était déjà numéro 1, quasiment, à part l'Italie et l'Espagne, d'Europe, de la zone euro. Vous voyez, la zone euro est à 7,4, et là, évidemment, ça va continuer de remonter. À titre de comparaison, le Royaume-Uni est à 4,1, les Allemands, ils sont à 3,6. Donc globalement, on voit cet écart qui va évidemment s'accumuler. Puis bien sûr, dernier point, je suis désolé, parce que c'est ça les vrais dangers sociaux et sociétaux pour nos jeunes. Parce que c'est ça le but, c'est évidemment de donner du travail à nos jeunes, de donner de l'espoir à nos jeunes. Et regardez ce qui s'est passé, le taux de chômage des moins de 25 ans en France, qui était déjà numéro 1. Regardez, on était loin devant la zone euro, je ne parle même pas du Royaume-Uni, encore moins effectivement de l'Allemagne. Eh bien, ça repart très très vite à la hausse. Donc malgré les aides, malgré tout ce qu'on peut effectivement fournir, parce que le problème est là, c'est que nos jeunes, ils ne veulent pas des aides, nos jeunes, ils veulent avant tout des vrais emplois. C'est ça l'enjeu, et tant qu'on n'aura pas une croissance forte, on ne pourra pas retrouver le chemin du dynamisme économique. Donc c'est encore possible, il va falloir effectivement faire des efforts assez draconiens pour y arriver. Le drame, c'est qu'on l'a bien vu, la France est un pays qui est fort, mais c'est ce que j'appelle entre guillemets le syndrome du pouf, c'est-à-dire qu'effectivement quand on tombe, il y a tellement d'aides un peu partout qu'on tombe sur un pouf, donc ça se fait moins mal, sauf que comme on n'a pas touché le fond de la piscine, on n'arrive pas à redémarrer, on s'installe dans le pouf. Vous ferez le test à la maison, pour vous relever d'un pouf, c'est beaucoup plus dur que d'une chaise normale. Donc c'est tout notre problème. Il faut aujourd'hui qu'on redonne de l'élan à notre jeunesse, qu'on redonne de l'espoir. Et c'est pas en donnant des aides simplement. Il faut investir, innover, baisser également les impôts et ne surtout pas les augmenter, redonner cette dynamique, redonner cette confiance dans l'innovation, dans l'investissement, dans l'avenir, redonner de l'air à nos entreprises. C'est comme ça, effectivement, qu'on sauvera la France. Nous le méritons, la France le mérite, donc espérons que c'est ce qui nous arrivera dans les prochaines années. Merci beaucoup et à très bientôt.